Je suis en présence de Cécile et Franck qui œuvrent depuis un grand nombre d'années à trouver des réponses concrètes et réalistes sur tous les aspects qu'offre l'univers des relations humaines. Autour du livre de Franck, Les larmes du Bouddha, projet d'éveil et de souveraineté intérieure, et un autre ouvrage en co-construction actuellement, Cécile et Franck tentent d'apporter une vision éclairante sur la relation et son pouvoir de transformer notre réalité actuelle. Nous allons aborder aujourd'hui le thème. Alors, pour ce faire, ça va être une première question que je vais vous poser, parce que ce triangle de Karpman dont vous allez parler organise tous nos jeux relationnels, enfin le plus souvent ça organise nos jeux relationnels. Alors pourquoi, pour vous, on a besoin de ces identifications? Pourquoi ces rôles sont, semble-t-il, nécessaires? Alors déjà, le triangle de Karpman, c'est trois rôles qui se répondent, c'est-à-dire qu'il y a le rôle de victime, le rôle du bourreau et le rôle du sauveur. Et donc en fait, c'est une triangulation qui, quand on est sur l'un de ces trois pôles, eh ben, potentiellement, il y a les deux autres rôles qui se mettent en mouvement. Et l'idée, c'est que quand on prend conscience de un de ces rôles-là, on sort de ce triangle. Et du coup, on découvre une autre posture et on découvre une autre qualité, on pourrait dire, là qui émane de l'être. Et on pourrait résumer tous les jeux relationnels, on va dire, non équilibrés, à travers cette systémique de ces trois entités, victime, bourreau, sauveur. Est-ce que quand on a un rôle, un des trois, ça, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu disais, Cécile, c'est que ça oblige l'autre à prendre l'un des deux autres rôles. Exactement. En incarnant l'un de ces trois pôles, on va vivre, enfin on pourrait le dire d'une manière énergétique, donc ça veut dire en termes de force, on va influencer notre champ relationnel autour de nous. Et donc c'est un véritable centrage que d'être conscient de ce triangle-là pour dire non, je ne joue pas à ce jeu-là en fait. Et c'est intéressant parce que quand par exemple, quand on a le rôle de la victime et qu'on est peut-être influencé à prendre le rôle de bourreau, quand on est dans la place vertueuse, le bourreau se transforme en affirmation de soi. Du coup, la place vertueuse, quand c'est transformé, c'est l'affirmation de soi. Pour la victime, au lieu d'être une victime plaintive, etc., au lieu de prendre ce rôle-là, à partir du moment où elle en prend conscience, elle accueille sa fragilité, elle accueille sa vulnérabilité. Et là, elle sort de son rôle de victime. Et pour un sauveur, quand il prend le rôle de sauveur et qu'il se met dans cette dynamique-là, à partir du moment où il en prend conscience, il se met dans l'accompagnement juste, c'est-à-dire équilibré et en équité avec l'autre. Donc vraiment, on peut voir comment on peut sortir de ce rôle-là pour rester dans son axe et dans son être. Et là, ça veut dire qu'il y a déjà une prise de conscience sur le rôle qu'on a adopté. C'est pas toujours facile de reconnaître qu'on est là, qu'on a été victime, ou même là, et c'est pire, qu'on a été le bourreau. Effectivement, et puis on peut dire que la majorité des dynamiques jouent sur cette triangulation-là, et tout le chemin, c'est de mettre de la conscience sur que ce qu'on soit victime, bourreau ou sauveur, c'est qu'on a des effets bénéfiques, sinon on ne prendrait pas ces rôles. Donc c'est que si on incarne ce rôle-là, c'est qu'on a des effets bénéfiques. Et on va dire l'opportunité, c'est de toucher qu'il y a une dimension plus grande à l'intérieur de nous-mêmes qui nous offre beaucoup plus que ces effets secondaires en fait. Et donc découvrir cette posture-là, c'est découvrir les bienfaits par exemple de, si je prends le rôle de victime, qu'en accueillant sa vulnérabilité, on a accès à une paix inestimable. Et donc du coup, en accueillant sa propre vulnérabilité, on ne cherche pas l'énergie du sauveur en face en fait. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse plus en fait. Donc c'est découvrir à travers ces différents rôles, comme l'affirmation juste, prenons le rôle du bourreau, le bourreau qui va être agressif pour obtenir de l'énergie, et ben à partir du moment où il prend conscience de son rôle de bourreau et qu'il sent qu'il a cette énergie de bourreau et qu'il la perçoit et qu'il voit que c'est en fait un besoin plus
d'affirmer là où il est en lui-même, et ben du coup, il va s'affirmer, mais sans demander de l'énergie à l'extérieur. Et là, il retrouve une énergie qui vient d'un autre espace, qui est beaucoup plus porteur, en fait. Et la même chose pour le sauveur, c'est-à-dire le sauveur qui veut trouver une forme d'effet secondaire parce qu'il est reconnu, par exemple, par la victime en étant sauveur, et ben de se rendre compte qu'en fait, s'il se détache de cette reconnaissance-là, de ce besoin de reconnaissance de la victime, et ben du coup, il va découvrir qu'il est beaucoup plus nourri en étant dans une relation d'équité et équilibrée avec l'autre. Et que c'est beaucoup plus porteur, en fait, d'accompagner quelqu'un que d'être plutôt sauveur. Est-ce qu'on peut changer le rôle? Est-ce qu'on peut être un jour bourreau et un jour victime? Complètement. Oui, il y a cette triangulation, en fait, j'ai l'impression que les rôles s'appellent les uns aux autres. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le bourreau laisse la place à l'émergence de la victime. La victime laisse la place à l'émergence du sauveur. Donc on voit bien que ces trois postures sont liées et elles s'interpellent les unes aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si il y avait une espèce de pièce de théâtre qui était déjà préétablie et que d'aller vers ce rôle-là, je dirais, va induire pour les autres personnes le fait que les places vacantes, c'est celle d'aller dans ce rôle-là et de se positionner dans ce rôle-là. Après, avec des appels qui sont en lien avec des traits de personnalité qui sont déjà prédisposés. Hein, je veux dire, le bourreau, bien sûr qu'il est en prédisposition intérieure d'être un bourreau, c'est-à-dire d'avoir de l'affirmation, d'avoir un besoin d'ascendance sur l'autre, l'événement ou, un partenaire de vie, de vouloir imposer sa force, de pouvoir se rassurer aussi dans sa propre force. Donc il y a tout un ensemble d'effets secondaires et de bénéfices secondaires qui appuient des traits qui sont des traits névrotiques quelque part. Et en fait, c'est une espèce de triangulation comme ça, névrotique, dans laquelle il y a une espèce d'équilibre, de pseudo-équilibre qui semble se jouer, qui semble se faire, mais qui est un jeu biaisé, qui est un jeu compartimenté, qui est un jeu où chacun va se retrouver dans des impasses avec un sentiment d'une juste place ou d'une juste raison d'être à cette place-là. Mais ce qui est assez phénoménal, on va dire, c'est que on peut plaquer, cette triangulation sur pratiquement la majorité de nos relations. Si on prend un petit temps d'arrêt et de simplement de recul par rapport à nos jeux relationnels, on s'aperçoit, avec un petit peu d'honnêteté, que y a l'énergie sous-jacente de tel ou tel archétype dans nos jeux relationnels et d'une façon un petit peu induite ou systématique. C'est pour ça que sortir de ce triangle-là, c'est déjà de le voir, de le prendre en considération, de voir et de comprendre pourquoi dans notre histoire personnelle, c'est plutôt ce rôle-là qui est venu se mettre en place, parce qu'il y a déjà une prédisposition, à être victime, une prédisposition à être bourreau, à être sauveur, et que globalement, c'est comme si on allait chercher dans notre propre architecture, quelque chose qui est déjà préétabli pour activer ce rôle-là, et y trouver l'idée d'une identité, d'une force, d'une puissance, d'un rôle, de quelque chose qui pourrait donner sens, à ce qui est dans l'inconscient ou de notre propre inconscient. Comment la vraie question, c'est pas la vraie question, mais la question qui peut surgir, c'est est-ce que les jeux relationnels peuvent s'extraire ou se sortir de ce schéma préétabli, et ça repose à nouveau la question de l'identité, c'est-à-dire d'aller chercher une force
autre part que dans ces rôles-là, un rôle autre part que dans ce jeu-là, une fonction autre part que dans ce prêt établi, je veux dire dans ce prêt à fonctionner quelque part, pour aller trouver des réponses et des postures et des comportements qui ne soient pas le reflet, en fin de compte, d'une névrose personnelle quelque part. Donc ça nous ramène encore à la notion de l'identité profonde où, dans mon lien, je n'ai pas besoin, à partir du moment où je suis dans mon authenticité, ma vérité profonde, je ne suis pas en recherche de pouvoir, je ne suis pas en recherche de domination, je ne suis pas en recherche de me rassurer sur telle ou telle puissance de moi-même. Ça veut dire que je peux être dans une véritable présence à l'autre, dans une véritable efficacité et qualité de présence à l'autre, qui puisse ne pas faire fonctionner, je dirais, un petit peu ces archétypes préétablis quelque part. Quand on a un rôle, prenons le couple par exemple, quand il y a le rôle, si l'un est le bourreau par exemple, si l'autre est la victime et que ça fait des années que ça se passe comme ça, si la victime se rebelle et décide de sortir de son rôle, ça peut être un peu compliqué, ça déstabilise quand même l'ensemble des représentations. C'est la fin de la pièce de théâtre, hein, parce qu'on voit bien que tout ça s'inscrit dans une espèce de continuité dans laquelle il y a peut-être une facilité à s'installer dans un rôle et à ne pas en sortir. Je dirais c'est un manque d'audace, c'est un manque d'originalité, c'est un manque de souveraineté intérieure qui fait qu'on peut s'installer sur un temps je dirais assez long dans tel ou tel rôle et d'y vivre tous les aspects douteux des effets secondaires que l'on peut en tirer. Donc, bien sûr que à un moment donné, lorsque l'un ou l'autre va sortir du rôle, la pièce de théâtre s'arrête. Et parfois, c'est celui qui a un rôle qui vous donne un autre rôle, alors que vous n'êtes pour rien, je dirais. S'il y a une victime, elle va te dire « tu es un bourreau », alors qu'en fait, au fond la personne, il n'y a pas du tout l'envie d'être le bourreau. C'est pour ça que c'est comme un jeu en fait vibratoire énergétique. C'est-à-dire en fait l'archétype du bourreau, du sauveur, de la victime occupe, je dirais, un champ de comportement, un champ je dirais, une qualité de présence, je dirais, spécifique. À partir du moment où effectivement on se déplace de ce rôle, je veux dire, c'est comme si toute la systémique bougeait quelque part et que globalement, il peut y avoir une destitution de rôle en fait, parce que je dirais les clés d'agissement dans ces rôles-là ne sont plus opératives. Et donc la pièce de théâtre prend une autre tournure ou disparaît ou se remodélise par un changement de rôle. C'est comme si, tiens, laisse-moi ton fauteuil de bourreau parce que j'en ai marre d'être victime, et que l'autre il se déplace et puis il va devenir victime parce qu'il n'avait pas joué à son rôle-là et qu'il a envie d'y trouver aussi un attrait quelconque. Quelque part, ça peut paraître bizarre, mais dans l'inconscient, effectivement, il y a comme ça aussi on n'est pas victime par hasard ou bourreau par hasard, et il peut y avoir une fascination en tant que bourreau de voir la victime. Il peut y avoir une fascination de la part de la victime de voir le bourreau agissant, parce que ça mobilise des qualités, des traits, des choses qui peuvent avoir un attrait bien relatif, bien sûr, lorsqu'on est en dehors de la pièce et qu'on voit cette systémique fonctionner. Mais je dirais que les rôles ont quelque chose d'attrayant. D'accord ? C'est douteux comme attrait, mais il y a quand même un attrait. Donc pour donner, on va dire, l'exercice de bascule, par exemple, entre l'état de victime et l'accueil de la vulnérabilité, pour donner un exemple concret, dans le lien avec Franck,
j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo sur la culture de l'inconfort, je lui partageais en fait une situation liée à l'argent et je prêtais des intentions en fait à Franck de bourreau sur moi en fait. Donc ça signifiait que je me mettais dans un état de victime. État de victime avec une certaine affirmation, mais j'étais quand même du coup dans un état de victime. Et par la franchise et la sincérité de Franck, il m'a montré en fait comment je projetais sur lui le bourreau qui n'était pas en fait. Et au vu de sa sincérité et de sa qualité de présence avec cette affirmation qu'il avait, j'ai vu en fait en moi qu'en fait effectivement c'était l'état de victime qui était actif et là j'ai pu accueillir ma vulnérabilité liée à l'argent. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est profondément détendu et là j'ai pu reprendre responsabilité sur mon état intérieur. Donc ça c'était pour parler de la transformation de l'état de victime à l'accueil de la vulnérabilité. Concernant le sauveur, ça m'est arrivé dans une situation d'accompagnement où la personne était dans un état de fragilité profonde et donc j'ai activé du coup l'énergie de sauveur. Elle était dans une fragilité profonde, donc j'ai mis mon talent au service de l'accompagnement de cette personne. Et en fait, en accompagnant cette personne, je me suis rendu compte que dès qu'elle allait mieux, il y avait un déséquilibrage dans la relation. C'est-à-dire que ça reprenait une forme de pouvoir sur moi, voilà, subtilement. Et donc là, j'ai fait ok, donc la relation n'est pas en équité. C'est-à-dire que c'est pas une énergie d'accompagnant, en fait, c'est une énergie de dominant-dominé, quoi. Il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là. Donc, de ce fait-là, j'ai repris la responsabilité de dire ah oui, effectivement, quand j'ai proposé de l'aide, je l'ai proposé de l'état de sauveur, donc du coup d'une position dominante, subtile. Et là, en reprenant responsabilité, du coup, je me place réellement dans un lien en équité et d'accompagnement en justesse vis-à-vis de la personne. Et puis, concernant le bourreau, en fait, dans le lien avec Franck notamment, ça m'est arrivé d'être contrariée d'une certaine situation et de mettre une certaine énergie pour diminuer Franck en fait. Et quand Franck me partageait avec pareil sincérité ce que ça lui faisait en lui, notamment dans le verbe, tu sais, où tu me disais c'est la manière dont tu le dis, tu vois, le fond et la forme. Il y a le fond et la forme, et en fait, à force qu'il me démontre que la forme que j'employais était véhémente, je me suis rendu compte que j'étais pas du coup dans une qualité d'affirmation de moi, mais dans une qualité du coup de bourreau, d'énergie de bourreau. Et donc du coup, j'ai fait attention à la forme pour, de ce fait-là, le faire d'une place plus d'affirmation de moi-même et non d'une énergie vindicative vis-à-vis de l'autre. Voilà. On peut dire les trois cas où l'énergie à l'autre s'est transformée. On peut dire, je dirais en conclusion, qu'effectivement, il y a deux couples d'énergie qui fonctionnent dans cette triangulation. À la fois les énergies dominantes-dominées, donc qui se jouent dans une alternance, et des énergies de puissance-impuissance. Donc, ces énergies-là qui font fonctionner la dynamique en fait, de cette triangulation-là, et que l'idée c'est est-ce que l'on peut faire autrement. Je dirais, pour moi la seule chose qui me vient à l'esprit c'est de prendre vraiment conscience de ces archétypes, de prendre conscience de ce qu'ils apporteraient en termes de bénéfices secondaires pour chacun d'entre nous. Et de mettre de la clarté je dirais, si on démasque le truc, la pièce de théâtre s'arrête quelque part. Ok ? Et que bien souvent, effectivement, c'est une pièce de théâtre qui s'est établie par défaut. C'est-à-dire, c'est pas
Je veux dire, c'est pas obligatoirement des jeux que l'on est venu chercher, mais c'est des jeux qui se sont présentés et que l'on n'a pas refusé, peut-être par faiblesse, par paresse, par facilité aussi, et que en fait, bah, ces jeux nous prennent par défaut et nous font fonctionner, je dirais, d'une façon alternative comme ça, sans qu'il y ait un véritable choix, sauf effectivement dans les situations de de perversion, où là il y a une intention très construite de vouloir manipuler, dominer ou avoir la main sur la relation. Mais ce que l'on peut constater, c'est que bien souvent, en fin de compte, on rejoint ces rôles-là parce qu'ils se posent là et que par défaut, ben, on va choisir ça et que ce n'est pas un vrai choix de conscience. D'accord? Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Si c'est une pièce qui se joue à deux, et s'il y a l'un des acteurs qui a mis de la lumière sur son rôle ou sur ses différents rôles adoptés à tour de rôle, et s'il y en a qu'un qui peut qui a la volonté de mettre de la lumière et pas l'autre, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que devient la relation? Bah, on peut dire d'une façon logique que la pièce de théâtre s'arrête, puisqu'il y en a un qui sort du rôle, donc je dirais la systémique ne va plus fonctionner, et que bah, les deux acteurs sont invités à passer à autre chose. Parce que, bah, effectivement, à partir du moment où il y a une volonté d'un des participants pas une volonté, mais simplement je dirais un moment de clarté sur un rôle dans lequel, effectivement, on s'est fourvoyé et qu'on n'a plus du tout envie de nourrir ça, je veux dire, le jeu s'arrête. Le jeu s'arrête. Après, quelle tournure il prend, ça c'est une autre histoire, mais le jeu s'arrête. Alors il y a certains personnages qui ne veulent pas sortir de la pièce, en revanche, ils veulent seulement quitter le rôle pour en avoir un autre. C'est-à-dire, par exemple, la victime a envie de devenir le bourreau et que son bourreau devienne sa victime. Est-ce que... Oui, mais là, on est dans un jeu de perversion. Et à la fois dans une recherche inconsciente de puissance sûre. C'est-à-dire, et de vengeance. Alors, de vengeance, oui, mais la vengeance, elle induit l'idée de reprendre une puissance sur quelque chose. Donc, on est toujours encore sur cette dynamique énergétique puissance-impuissance, quelque part, qui en fait anime énergétiquement le processus.